Pour prendre un exemple très simple qui est l'alimentation. Bien sûr, on n'a pas attendu les 30 dernières années pour avoir une alimentation qui soit au-delà des limites du territoire français, ce qu'on appelle l'hexagone, qui est un terme qui lui remonte aux années 60. Mais les restaurants chinois, par exemple, remontent à l'immédiate après-guerre de 14, quand il restait d'anciens soldats chinois qui sont restés sur le territoire français. Mais on s'est ouvert, par exemple, au sushi. À la nourriture japonaise qui est devenue très à la mode depuis justement une trentaine d'années. C'est vrai très rapidement pour des tas d'autres modes alimentaires, même si les rythmes de repas ne changent pas, ou peu, et pour des raisons qui ne sont pas mondiales, les types de choses, de biens, de nourriture, de saveurs surtout, qui sont dans nos assiettes changent. Alors, il y a quelquefois des influences dans d'autres domaines, mais bien sûr, dans la vie quotidienne, la mondialisation, c'est d'abord Internet. S'il y a une chose qui joue fondamentalement, c'est que nous pouvons dans notre poche ou sur notre table avoir des informations, des images, des films dont l'émission s'est faite à 20 000 km, c'est-à-dire à l'autre bout du monde, sans qu'on forcément le sache, même sans forcément qu'on s'en rende compte, parce que c'est parfois même automatiquement traduit. Donc la mondialisation, c'est la mise en relation de connexion. Et l'exemple le plus net, qui date déjà depuis une quinzaine d'années, c'est la mise en réseau de jeux vidéo, où un joueur va pouvoir être en interaction avec des gens qui seront en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, au Japon, sans qu'ils le sachent forcément d'ailleurs, où ils sont, parce que c'est des pseudonymes, parce qu'on avance masqué. Ce qui l'amène souvent à être lui-même mondialisé, par exemple, dans son expression, en parlant un anglais plus ou moins simple, qui lui permet d'être en connexion avec d'autres personnes. Donc des objets de vie quotidienne, des vêtements qui sont faits très loin, un jean qui a été pensé aux États-Unis à partir d'une toile de Nîmes, c'est-à-dire d'un mot d'origine française, la ville de Nîmes, les textiles de Nîmes, mais qui est faite avec du coton qui vient de l'Inde et qui a été tissé en Chine et qui ensuite a été monté en Tunisie pour être vendu en France. Donc on a là quelque chose qui, dans notre vie quotidienne, dans beaucoup d'objets, est mondial sans qu'on le sache. Alors cela se traduit par des éléments qui ne sont pas forcément simples, qui expliquent des changements économiques, par exemple une certaine désindustrialisation, c'est-à-dire des usines qui ferment dans des pays riches, anciennement riches comme la France, parce que justement l'usine de textile a disparu. Mais des usines sidérurgiques sont obligées de se spécialiser dans du très haut de gamme, ont du mal à subsister, parce que des produits nouveaux apparaissent, donc on se situe comme non plus des fabricants de tout un objet, mais un élément dans une chaîne longue et mondiale de production de l'objet du moment où on le pense jusqu'au moment où on le consomme. Pratiquement pour des objets un peu complexes, tous les lieux du monde sont souvent mis en cause. Mais il y a évidemment aussi de gigantesques espaces où les populations sont en marge de la mondialisation. Ça, il ne faut pas l'oublier. Certes, quand on est en France, on est à la fois relativement protégé et bien inséré dans la mondialisation. On en a quelques inconvénients, on en a beaucoup d'avantages. Mais il y a toute une partie des populations du monde, et entre autres des adolescents, peu ou pas scolarisés, qui sont à l'écart des processus de mondialisation, et ça, il ne faut jamais l'oublier.